C'est-à-dire qu'on s'occupait de l'équipage, c'est Oui, super, mais on ne savait pas où allait le bateau. C'est qu'il faut quand même rappeler régulièrement finalement la raison d'être et l'ambition de l'entreprise. C'est peut-être ça qui a manqué à un moment. Finalement, on a le droit d'être flou, de laisser de la place dans le comment, mais par contre le why, ce qu'il faut faire, il faut être dur sûr en fait. Oui, voilà. bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Ether, les récits d'innovation sociale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ami, Rodolphe Bélanger. Je vais te laisser le soin de te présenter et de présenter évidemment ton entreprise. Merci Clarisse, bonjour. Merci de me recevoir. Rodolphe Bélanger, moi je suis cofondateur. Oui. Fallait que je fasse la faute. T'inquiète. Rodolphe Bélanger, je suis cofondateur de Capfi, qu'on a créé il y a 20 ans avec Olivier. Et aujourd'hui, on se présente comme une entreprise finalement qui accompagne nos clients dans la transformation digitale et notamment sur les applis cœur métier, là où il y a un enjeu business critique. Voilà, et avec cette patte humaine aussi que nous aimons bien présenter sous le contexte de l'entreprise vivante. Elle a quel âge aujourd'hui l'entreprise ? 20 ans. C'est ça. Voilà. Et quelle taille ? Écoute, on est 160 aujourd'hui, 160 personnes, et on intervient à Paris principalement, un petit peu en province, et puis on a un pied-à-terre au Maroc, à Casablanca. Super. Voilà. Et quelle est votre typologie de clients ? Alors, on travaille principalement avec les grands comptes bancaires. C'est vrai que c'est notre signature depuis le début. Donc, sur la partie banque d'investissement, asset management, et puis également côté retail et assurance. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, je dirais même, on a développé une expertise autour des médias. Donc, on accompagne des comptes comme Canal+ ou France Télévisions. D'accord. Voilà. Et autour de leurs outils technologiques ? Alors justement, la spécificité de Capfi, c'est d'être là où il y a des enjeux métiers forts, critiques. Fort de notre connaissance des salles de marché, on s'est principalement développé là où finalement l'informatique ne doit pas s'arrêter pour que l'entreprise de nos clients fonctionne. Okay. Donc ça veut dire en finance, être sur les opérations de marché, sur les calculs de risque, et dans les médias, par exemple sur les chaînes de distribution de la VOD. Voilà. Oui, donc des gros enjeux quand même. Donc une équipe composée d'ingénieurs essentiellement ? Oui, nous recrutons principalement des ingénieurs, à la fois pour des spécificités évidemment techniques sur nos métiers, mais pas que, puisqu'il faut connaître le métier du client. Ok, très bien. Donc c'est beaucoup plus large en termes de recrutement. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu, ce que je sais qu'elle est quand même assez intéressante, l'histoire finalement de ces 20 années de Capfi ? L'histoire de Capfi, finalement, elle est partie d'une idée très simple, c'est comment rendre le service informatique plus humain en mettant finalement le consultant au cœur de l'entreprise et du service. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez galvaudé de parler d'humain dans le service informatique, mais il y a 20 ans, finalement, c'était pas présenté comme ça. Et ça a été un peu notre fil rouge et chemin continu avec Olivier pour créer une entreprise où finalement, le service est rendu par et pour les hommes qui composent l'entreprise, les hommes et les femmes bien sûr, qui composent l'entreprise, et pour le client. Et donc, l'accent a été très vite mis sur l'accompagnement des personnes pour les faire grandir en interne dans l'entreprise, parce que l'expertise technique, c'est bien, mais savoir conduire une réunion, réagir à une problématique interpersonnelle, conduire un projet composé de 20 personnes, ça nécessite aussi des compétences relationnelles et humaines. Et ça, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est autre chose. Donc, Capfi, aujourd'hui, finalement, c'est une équipe qui, sur des problématiques très techniques, s'est intéressée aux relations humaines entre les collaborateurs et les clients, bien sûr, mais également dans l'entreprise, entre les collaborateurs, puisque je sais que vous avez mis en place un certain nombre de choses aussi pour qu'il y ait une harmonie spécifique à l'entreprise. Est-ce que ça, tu voudrais partager avec nous ? Oui, bien sûr. En fait, c'est parti d'une expérience personnelle. Simplement, ça a démarré avec mon associé, en fait, avec Olivier. C'est-à-dire qu'avec Olivier, on a connu une forte croissance avec l'entreprise. Et à un moment, je pense qu'on a vécu une crise d'associés. Pour travailler ensemble, c'était devenu difficile. Ah oui ? Compliqué. C'était au bout de combien de temps, ça ? Au bout de 10 ans. Voilà. Ah oui, d'accord. Un seuil. Ouais, c'est ça. On pouvait pas continuer comme ça. Je pense qu'on était tous les deux fatigués et il y avait des enjeux évidemment autour de l'entreprise, mais aussi voilà. Juste pour t'interrompre une seconde, la croissance a été très forte en fait sur ces 10 premières années. C'est ça qui a été aussi un. Alors
Alors, je ne dirais pas très fort, parce que dans notre secteur, il y a des modèles de croissance qui sont beaucoup plus rapides, mais comme on a voulu garder cette spécificité business critical chez nos clients, on ne s'est pas développé sur tout le SI de nos clients. Okay. On était vraiment resté sur les appliqueurs métiers. Mais oui, une croissance avec du développement à travers plusieurs filiales, à l'étranger, on était présent à Londres, etc. Ah oui, d'accord. Et le constat à un moment que notre vie d'associé était difficile et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et en fait, je pense que chacun de notre côté, on a apporté une part de la solution, je dirais une pièce du puzzle, et puis on s'est retrouvés pour essayer de trouver des solutions. La part de puzzle, c'est que moi, j'ai fait le constat que je voulais vivre aussi mon rôle de dirigeant différemment, en fait. Arrêter d'avoir réponse à tout. Je crois que aussi, j'ai ouvert les yeux sur peut-être un mode de fonctionnement chez moi qui était, si c'est pas Rodolphe qui fait, c'est mal fait, en fait. Oui, je vois. Ça, c'est terrible. C'est terrible pour les équipes parce que finalement, on doit être partout. On doit donner réponse à tout. Et finalement, est-ce que j'osais pleinement la confiance avec mes équipes ? Voilà, je pense qu'on avait un style de management participatif, accueillant, on prenait les idées, on voulait co-construire avec nos équipes. Mais à un moment, il fallait que Rodolphe ait raison, peut-être. Il y avait peut-être ça. D'accord. Donc ça, c'était un premier moment de révélation pour moi. Voilà. Et puis, Olivier m'a poussé un livre qui était L'entreprise libérée d'Isaac Gates. Oui, je me rappelle. Voilà. Ça a été un tournant pour toi. Ouais, exactement. Donc, une lecture, je me souviens, au printemps, ça devait être 2015 ou 2016. Et puis, on va à la rencontre du bonhomme, d'ailleurs, Isaac. Oui, on a un échange avec lui. Et de là, et finalement, on a construit la suite de Capi sur des bases complètement différentes. C'est comment on allait oser la confiance dans l'entreprise et comment on allait rendre l'entreprise vivante, en fait. Voilà, c'est pour ça que je présentais ce terme. Et finalement, créer les conditions pour que les personnes s'autonomisent, aient notre confiance, l'autorisation pour inventer et pour faire de l'innovation, parce que ça, c'est important. Voilà, on va y venir. Oui. Mais surtout dans un modèle où finalement les salariés ne sont pas là. Puisque la plupart du temps, ils sont quand même détachés chez vos clients. Enfin, je pense que c'est un enjeu spécifique chez vous. Voilà. Majeur. Le sentiment d'appartenance. Alors, comment, après cette révélation, après cette rencontre, comment ça se met en place concrètement ? Est-ce que tu peux nous décrire les étapes ? En fait, mine de rien, tu travailles sur différents aspects. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que tu peux faire à ton niveau, toi personnellement, ce dont tu te rends compte, que tu as envie de changer. Et par exemple, mon premier acte, ça a été de lâcher mon bureau. C'est bête, mais, le bureau peut être vu comme un symbole de pouvoir ou de contrôle. Et lâcher son bureau vitré et aller travailler dans l'open space, ça crée les conditions du changement. Ensuite, c'est de regarder comment, dans notre façon de travailler sur le territoire donc collectif, est-ce qu'il n'y a pas des process à changer ? Est-ce qu'on a besoin d'être partout, etc. Donc, c'est revisiter aussi les façons de travailler ensemble. Et puis, plus difficile, et là, je dois dire que c'est ce qui nous a apporté le plus d'ingrédients pour transformer l'entreprise et avancer, c'est aller travailler sur ses croyances à la fois personnelles et les croyances collectives du système. Oui, c'est quoi les tabous chez Capfi ? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de nous sur notre marché ? Qu'est-ce que pense la concurrence ? Qu'est-ce qui nous empêche de et moi, personnellement, dans ça, qu'est-ce que je pense de l'entreprise ? Alors, je le dis à titre personnel, mais aussi pour chaque collaborateur. Et tout ce travail qu'on a mené avec des ateliers collaboratifs, etc., ça a créé les conditions, finalement, d'idées qui pouvaient prendre vie facilement dans l'entreprise, bousculer les processus en place ou les choses établies. Et on a mis un paradigme en place très simple, c'est que chaque processus peut être revisité. Voilà, c'est déjà... C'est du test and learn, permanent. Voilà. Et à partir de là, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, super. Justement. Quoi donc ? Donc là, on est en 2016, et donc vous le mettez en place progressivement, en fait, un peu tous les jours. C'est une autre façon de regarder l'entreprise chaque matin quand tu débarques. Oui, c'est pas un lundi matin que tout change. C'est ça. À part le bureau, peut-être. En fait, il faut imaginer qu'on met un sachet de thé dans une tasse, et puis ça s'infuse. Ça s'infuse tout doucement, c'est ça. L'enjeu, d'ailleurs, c'est que ça s'infuse parmi tous les collaborateurs.
parce que, évidemment, personnellement, je peux être en contact facilement avec une partie d'entre eux. Et comme tu l'as dit, certains sont chez les clients, ne sont pas avec nous tous les jours. Et donc, comment ce sachet de thé, il va infuser jusqu'au collaborateur qui est en mission, très loin. Donc là, il faut garantir que la possibilité à chacun d'avoir accès finalement au message de l'entreprise, à vivre ces moments collectifs, à partager finalement ce nouvel environnement de confiance qu'on veut mettre en place, et puis garantir qu'il n'y a pas de blocage et que le sachet infuse partout. Voilà. Et ça, alors ça, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Je pense que c'est aujourd'hui, si je devais le refaire, je ferais très attention à ça. C'est que il y a un enjeu majeur quand on fait ce type de transformation, c'est que le middle management, finalement, il est très bousculé. Parce que lui, il avait un mode de fonctionnement classique. Donc, les consultants, finalement, les personnes sur le terrain, ils comprennent très bien les avantages pour eux d'aller vers cette transformation. Pour le middle management, c'est beaucoup plus dur. Oui, parce qu'ils sont théoriquement en contrôle qualité. Oui, et puis en contrôle des opérations, des équipes. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y en a qui se figent, n'osent plus rien faire, comprennent pas. Pourquoi on me demandait de faire ça et maintenant je dois faire différemment. Il y en a d'autres qui vont trouver ça super, mais ils vont partir dans tous les sens. C'est sûr. Et là, il faut être capable de ramener le cadre. Donc ça, c'est pareil, c'est un exercice qui nous a appris finalement. On a le droit d'être flou, de laisser de la place dans le comment, mais par contre, le why, ce qu'il faut faire, il faut être dur sûr, en fait. Oui, voilà. Bien sûr. Voilà, et puis... Et alors, quelles ont été les difficultés rencontrées? Alors, toujours pour essayer d'avoir un peu une chronologie et partager un peu avec nos auditeurs. Donc, 2016, ça se fait progressivement. Et les difficultés, elles se rencontrent assez rapidement? Oui, au bout de 2-3 ans, en fait, les premières choses qu'on a constatées, c'est qu'on avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais peu de mise en production. Donc ça a été de se dire finalement comment on s'assure que toutes ces idées qu'on veut mettre en œuvre, elles prennent vie. Ça a été le premier constat. Et le deuxième, c'était ce que je disais tout à l'heure, un peu lié au middle management, c'est comment on les accompagne, comment on s'assure qu'ils prennent leur place, ils changent de rôle peut-être qu'il y avait un enjeu autour de ça. Oui. Et là, on a pu se faire accompagner en fait, sur notamment Toscane Accompagnement, qui nous a amené aussi des outils, parce que finalement, les livres et y aller comme ça, se lancer dans l'eau froide, c'est bien. Mais mine de rien, être accompagné, voir ce qui se passe ailleurs, aller finalement faire des rencontres apprenantes sur quels sont ce qui marche pas. Et ça nous a aidé finalement à passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, on est en quoi? On est en 2020? Ouais, c'est ça. On va même se retrouver après le Covid. Je dirais d'ailleurs que ça nous a permis de traverser le Covid plutôt bien. Oui, parce que du coup, tu avais autonomisé un peu tout le monde. Voilà. Ça devait être intéressant d'ailleurs. L'entreprise a su s'adapter. Était devenue beaucoup plus agile qu'elle ne l'était, et je pense que ça nous a beaucoup aidé dans cette belle opportunité période. D'ailleurs, quand on regarde dans le rétroviseur. C'est tombé au bon moment, cette révélation. Oui, ouais. Je ne sais pas si c'était un timing voulu ou voilà, mais c'était super. Donc après le Covid, on passe à l'étape suivante. Ouais, on passe à l'étape suivante. On fait attention au middle management, on les accompagne davantage. Et ensuite, je dirais qu'il y a l'étape de la maturité. Et l'étape de la maturité sur la transformation, ça a été de se rendre compte finalement, super, on a créé les conditions pour qu'il y ait plein de projets, on arrive à les mettre en production, etc. Mais c'est quoi le bénéfice pour nos clients? Parce que voilà, le bénéfice, il y en avait un direct et qu'on ressentait bien quand on allait à leur rencontre, c'est que nos consultants se sentent bien chez nous, et donc pour eux c'est bien. Vous avez mesuré l'impact de ces projets avant qu'on arrive? Alors en fait c'était difficile parce que malheureusement le turnover, on a un turnover assez classique sur notre marché. D'accord. Et puis post-Covid il y a eu des effets différents. Donc malheureusement ce métrique-là n'était pas très pertinent. Mais par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on se retrouve en 2023 avec une entreprise qui a lancé plein de projets.
Oui. liées à cette transformation, C'est justement. ça. On s'était lancé dans la cybersécurité avec une offre dédiée à une nouvelle cible de clientèle. On s'était lancé dans le développement d'applis mobiles, plein de choses. Donc finalement, on avait fait foisonner plein de projets, etc., mais qui n'étaient pas tous rentables. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est ça, finalement, la troisième étape de la transformation d'entreprise, c'est se rendre compte, finalement, c'est quoi les indicateurs de rentabilité qu'on va pouvoir mettre sur ces projets et quel est le cadre, finalement, l'équilibre qu'on va trouver entre la capacité à faire de l'innovation par la base, en créant des ateliers collectifs, etc., et l'exigence d'un cadre avec des indicateurs de rentabilité. Exactement, et de réussite. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et si ce n'est pas le cas, tu me le diras, mais vous avez mis en place beaucoup de choses pour l'équipe, qui a beaucoup renforcé l'interne, mais qui a peut-être un peu fragilisé l'entreprise économiquement. Du coup, elle ne pouvait pas forcément assumer un mauvais coup de vent, qui d'ailleurs est arrivé, puisque vous avez eu une très mauvaise période à ce moment-là. Ouais. Et après ça vous a permis de retrouver le bon équilibre, justement, entre ce qu'on donne et ce qu'aussi l'entreprise reçoit, ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, on pourrait le dire comme ça, mais ça a été effectivement de redonner un cap au bateau. C'est-à-dire qu'on s'occupait de l'équipage, c'est super, mais on ne savait pas où allait le bateau. C'était un peu l'image. Oui. Et donc, quand la tempête est arrivée, parce qu'effectivement, 2023, 2024... oui, c'est au moment où nous, on a commencé à travailler ensemble. On avait des activités qui n'étaient pas rentables, d'autres rentables, et puis le marché qui était en train de bouger fortement. On a écrit, on a posé avec Olivier, je crois, ce juste équilibre entre bienveillance et exigence pour nos équipes. C'est ça. Et qui devait faire en sorte que tous nos projets se voient et créent du business avec nos clients. Ouais. Et je pense que ça a été très bien vécu en interne, parce que de toute façon, la première chose que vont réclamer les équipes, c'est une entreprise qui va bien. Et c'est ce que vous avez su faire à ce moment-là, c'est-à-dire vous avez repris vraiment, vous avez un peu resserré les rênes en disant maintenant, pour que l'entreprise donne, il faut d'abord qu'elle aille bien et qu'elle soit en grande forme. Et enfin, quand on a commencé à travailler ensemble, puisque tout le monde aura compris que c'est le cas, c'était vraiment, vous étiez en plein dans cette tourmente-là. Et alors, comment on en sort après maintenant près de 3 ans? Et bien justement, alors tu l'as dit, on a repris les rênes, je crois, avec Olivier sur le sujet du cadre et de l'objectif. Et de la rentabilité, des exigences financières. Voilà. En revanche, on n'a pas renié tout ce qu'on avait voulu mettre dans l'entreprise. C'est ça. Et donc, on les a interrogés. Voilà où on est, voilà où on veut aller, comment on y va. Et donc, on a c'est la belle histoire, notre troisième chapitre avec une transformation collective, encore une fois, ouais. Et qui nous a amené finalement à se dire il nous faut une stratégie beaucoup plus lisible et une offre beaucoup plus claire pour nos clients. Il nous faut un cadre où les process sont uniformisés, parce que finalement, comme on avait créé beaucoup de projets, beaucoup de choses, beaucoup de filiales, il s'était installé des différences de fonctionnement entre les filiales, et on voulait une uniformité de fonctionnement. Et puis, on avait aussi des enjeux par rapport au marché de massification et d'être plus fort, et on voulait pouvoir déployer nos offres partout. Et donc, on a demandé aux équipes comment on fait, en fait, comment on y va. Et donc, de 2023, je me souviens, c'est l'été 2023, on a démarré cette transformation, et au 1er janvier 2024, on était prêts. Oui, vous étiez prêts, ça a été rapide, et finalement, l'agilité que vous aviez mis en œuvre dans vos travail de libération d'entreprise sur les énergies collectives, finalement, a totalement porté ça. A porté ça, a permis ça, a permis à la parole de s'exprimer. Je crois qu'on avait créé les conditions de liberté de parole. On a accepté aussi que certains partent, enfin il faut dire les choses. C'est que tout le monde n'était pas en accord avec ce qu'on voulait faire, mais c'est pas grave. Donc certains sont partis. Oui, non, mais de toute façon, l'entreprise aussi, c'est un passage. On ne fait que passer. On ne fait que passer. Voilà, il y en a qui sont là depuis le début encore, mais effectivement. Et puis aujourd'hui, on est très heureux de voir que finalement, ce qu'on a appris sur ces 10 années en termes de management par la confiance, et en reprenant finalement un objectif clair qui est de dire nos clients veulent voir Capfi comme un acteur stratégique pour leurs applis critiques, ça paye en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est fiers de notre année 2025, avec un retour à la rentabilité. Oui. Voilà. Parce que vous aviez quand même eu je me souviens que 2024,
2023 avait été une année très difficile, mais 2024 aussi, vous n'étiez pas en rentabilité? 2024, on n'était pas encore à l'équilibre. Voilà, on s'est séparé d'activités non rentables. Oui, c'est ça. On a aussi cédé une activité qui était extrêmement rentable sur la cybersécurité. Donc on s'est aussi vous êtes resserré sur notre cœur métier, nos cœurs métiers. Et aujourd'hui, les premiers effets sont là et on est très heureux de ça. Ouais. Alors, maintenant, si on se remet à aujourd'hui, donc quand même une belle histoire, parce que en fait, ce que j'aime dans l'histoire de Capfi, et on se connaît depuis longtemps, donc je peux l'exprimer comme ça, c'est que ça nous montre, et c'est 20 ans, donc 20 ans, c'est vraiment une tranche de vie, que l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, et que c'est pas parce qu'on dit, on a passé les 3 premières années les plus difficiles, on est viable, tout va bien se passer. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues. Il y a des fois, on s'endort un peu. Il y a des fois, on se réveille un peu tard. Enfin, c'est ça, en fait, la vie d'un entrepreneur. Et c'est vraiment typiquement ce que tu as vécu. C'est majeur, oui, et c'est ça l'entreprise vivante en fait. C'est exactement ça. C'est pas quelque chose de figé, où les chiffres baissent ou montent de quelques pourcents. Ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est ça. Et c'est ce qui m'a marqué sur ces 10 dernières années, c'est comment on peut voir son entreprise aussi comme une personne. Oui, c'est même avec ses fragilités, ses croyances, etc. Et à quel point elle nous ressemble aussi. Elle ressemble à ses fondateurs, elle ressemble à ses équipes. Et chacun vient nourrir finalement cette personne, alors on va dire personne morale, mais vraiment elle fonctionne comme une personne. Et moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui est acté dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a rien qui est définitif. Et on a le pouvoir d'agir à tout moment. Voilà. Et de transformer. Et parfois, effectivement, il faut avoir l'instinct de transformer en amour. Alors, ça ressemble tant à une personne, je dis souvent que des fois, elle a une douleur au pied, mais en fait, c'est le foie qui va pas, tu vois. Et personne ne s'en rend compte. C'est vrai, c'est ça l'entreprise. C'est que le problème, il n'est pas forcément là où il y a le symptôme. Il faut aller dans la partie invisible de l'iceberg. Exactement. Voilà. Moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un organisme vivant. Et d'ailleurs, en tant qu'avocat, je disais souvent que j'étais l'avocat de la personne qui ne parle pas, et pas de ses fondateurs. Et quelquefois, il peut arriver, et malheureusement, c'est fréquent, enfin, pour avoir été très longtemps dans l'écosystème start-up, comme tu sais, je l'ai vécu, il peut même y avoir un conflit d'intérêts entre la personne morale et ses fondateurs. Et il faut en avoir conscience, c'est possible, c'est pas quelque chose de grave, mais il faut observer le fait que ça ne nous appartient pas. L'entreprise ne nous appartient pas, c'est vraiment un être vivant, et le conflit d'intérêts, c'est pas évident quand t'es avocat et que tu le vois. D'ailleurs, pour le dire à celui qui quand même tient les cordons de la bourse, mais c'est la réalité, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et voilà, le rôle de l'entrepreneur, c'est finalement d'accompagner cette personne. D'ailleurs, je dis souvent, pour l'avoir vécu moi dans mon activité entrepreneuriale, quand on lâche une entreprise et qu'elle continue sa vie, c'est quelque part, on a bien fait son travail. Oui, en fait, je crois que c'était notre volonté avec Olivier, et ça l'est toujours, mais simplement... Qu'elle soit assez grande pour... Assez grande pour continuer sans nous, et effectivement, en tout cas, qu'on ne soit pas obligé d'être partout. Voilà, aujourd'hui, moi, le constat que je fais de cette période, c'est qu'il faut quand même rappeler régulièrement finalement la raison d'être et l'ambition de l'entreprise. C'est peut-être ça qui a manqué à un moment, je crois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce chemin parcouru? Comment vous êtes? Donc, vous avez renoué avec la croissance, vous avez absolument pas renié tout le travail que vous avez fait, donc finalement vous avez trouvé aujourd'hui un équilibre. Comment tu peux nous parler aujourd'hui, ce matin, de Capfi? Eh bien, Capfi, effectivement, aujourd'hui, c'est l'âge de la maturité. Je parlais du 3e chapitre. 20 ans. Quand est-ce qu'elle aura 21 ans? Elle est adulte. Elle écoute le 15 avril. Ah voilà. C'est tout proche. Et je crois que Capfi, aujourd'hui, effectivement, a atteint l'âge de la maturité. C'est-à-dire qu'elle laisse de la place à ses équipes pour vivre un modèle d'entreprise à sa façon, avec de la confiance, avec de l'autonomie, avec de la responsabilisation. Et en même temps, elle n'oublie pas ses clients, elle n'oublie pas son marché, loin de là. Elle regarde devant elle. Et aujourd'hui, on a quand même des défis qui sont importants, à la fois sur le réglementaire, avec l'IA Act, avec DORA sur les organismes financiers. Et puis, globalement, comment demain
demain, le consultant de demain peut être accompagné de sa palette d'outils et d'agents IA. Voilà, on a tous ces défis devant nous. Ça, c'est génial. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est génial. C'est une révolution passionnante. C'est génial, c'est beau de le vivre, avec une entreprise mature. Voilà, et ça nous oblige, et c'est super, c'est un formidable moteur. Donc voilà, c'est justement cet équilibre entre regarder loin, agir court, ne pas renier ce qu'on a fait et ce que nous sommes, et toujours servir nos clients en faisant du sur-mesure, parce que ça a été notre motif depuis le début. C'est votre marque de fabrique. Et ces fondateurs dans tout ça, comment ils vont? Eh ben, ils vont bien, oui. Enfin, je crois que vous avez trouvé aussi un équilibre. Oui, ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait se parler avec Olivier. Voilà, on a trouvé un mode de fonctionnement. Nous-mêmes, on revisite nos rituels régulièrement. Qu'est-ce qu'on bouge, voilà, comment. Et aujourd'hui, je crois qu'aussi, on avait travaillé aussi sur nos périmètres d'intervention, nos rôles et responsabilités, finalement, éclaircir qu'est-ce que c'est être cofondateur et quels sont finalement les sujets sur lesquels j'ai des responsabilités, et toi, etc. Et donc tout ce travail aussi nous a permis d'éclaircir beaucoup de choses. Donc je crois qu'aujourd'hui on va bien, ça fonctionne bien. Et vous continuez de grandir ou c'est relativement stable? Alors, tu parles de l'entreprise? Oui, bien sûr. Oui, pardon, excuse-moi. Est-ce que l'entreprise continue de grandir? Écoute, aujourd'hui, on a une activité qui est plutôt stable en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, mais on s'est fixé des ambitions de croissance pour 2026 de 10%. Donc, d'accord, voilà, super. J'espère qu'on va pouvoir y aller pleinement. Je pense que vous êtes sur un marché qui a d'énormes enjeux actuellement avec l'IA. Tu en parlais rapidement il y a quelques instants. Mais voilà, j'imagine que pour vous, bon, le marché reste difficile, je pense. Enfin, je sais pas, tu vas nous le dire d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que le marché reste difficile, mais avec quand même des enjeux magnifiques et des vraies révolutions numériques à mettre en œuvre. Oui, alors effectivement, le contexte marché est difficile. Il y a des enjeux de massification chez nos clients, les grandes banques. Quand tu dis des enjeux de massification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir travailler avec moins de fournisseurs pour simplifier effectivement la gestion et en même temps diminuer le risque opérationnel, ce qu'on peut comprendre, ce qu'a amené Dora par exemple, qui est en place depuis octobre 2025. Qu'est-ce que c'est? C'est de garantir que tous les intervenants sous-traitants du monde bancaire sont capables de répondre à des obligations d'audit, de procédures de sauvegarde, de cybersécurité, etc. D'accord. Donc pour vous, ça, c'est majeur. Énorme en termes d'enjeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça met une barrière d'entrée pour pas mal de petites entreprises. Heureusement, Capfi là-dessus est prêt et depuis longtemps, puisqu'on a été nous-mêmes un acteur en cybersécurité important. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. D'accord. Donc ça, c'est un premier enjeu. Oui, c'est des vraies barrières à l'entrée, ça. Donc, il y a un enjeu effectivement de massification sur notre marché. Et puis, il y a un enjeu réglementaire. On a des normes comme l'accessibilité qui nous obligent aussi à former l'ensemble de nos collaborateurs à qu'est-ce que c'est que l'accessibilité dans le développement logiciel. Comment on peut rendre finalement le numérique accessible à tous. C'est ça. Voilà. Il y a des enjeux autour du réglementaire aussi sur l'IA, avec l'IA Act. Et puis, plus globalement, l'IA. Comment... Oui, bien sûr. Voilà. En interne, comme chez vos clients, ça doit être absolument énorme comme enjeu. En fait, l'IA vient impacter nos métiers sur le fait que finalement, notre métier va devenir un métier de plus en plus d'expertise, d'orchestrateur. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile pour un consultant qui serait resté trop généraliste de pouvoir trouver facilement une mission ou d'intervenir chez nos clients parce que on va faire appel de plus en plus à de l'expertise pour être capable finalement d'orchestrer ces agents autonomes. Mais en fait, ce qu'on avait vu dans le précédent podcast, c'est qu'un des enjeux majeurs, c'est finalement, et là où le management va changer, c'est qu'on va devoir bientôt manager des humains et des agents IA, en fait. Il va y avoir finalement plusieurs types de profils dans l'entreprise différents, parce que ça fait partie maintenant de l'équipe quasiment.
je crois. Oui, c'est amusant ce que tu viens de nous partager, parce que tout à l'heure on comparait l'entreprise à une personne vivante, mais en fait le danger ce serait de comparer une IA à une personne vivante. Ah ouais, voilà. Je comprends. Je pense qu'on va plutôt parler effectivement d'écart sur l'algorithme entre l'objectif que l'on cherche et le résultat obtenu. Et donc orchestrer une IA ou accompagner le déploiement d'agents en entreprise, c'est plutôt mesurer l'écart entre ce qu'on veut obtenir et ce qu'on a et corriger l'algorithme. Mais on n'est pas du tout sur des enjeux de comportement ou de sentiments comme on peut avoir. Ou de non, mais c'est l'impression que ça va devenir un collègue comme un autre, quoi. Alors que bon. C'est une impression. C'est une impression. Et c'est un danger si on a cette impression. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Bon, je pense que c'est des vrais enjeux pour vous, en tout cas, au quotidien. Donc, pour revenir sur les projets aujourd'hui internes de l'entreprise, puisque je sais que votre entreprise vivante continue d'expérimenter, continue de rechercher des nouvelles façons de travailler et de fonctionner. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux nous partager certains projets actuellement en cours ? Alors oui, bien sûr. Alors les projets, c'est accélérer sur la formation pour nous, ça c'est majeur. On vient de le dire, il y a des enjeux autour du réglementaire, de l'accessibilité. Donc c'est comment on peut accélérer sur la formation de nos collaborateurs. Tu parles formation interne, pas des clients. Interne. Oui, formation interne. D'accord. Ce qu'on veut justement, c'est permettre à nos consultants d'être les mieux outillés et formés par rapport au réglementaire, à l'accessibilité, à l'IA, etc. Et donc c'est un enjeu pour nous de les accompagner sur tous ces sujets. D'accord. Vous créez quoi, une sorte de alors en fait, on a toujours eu une école interne qui s'appelait la Capfi Academy, mais qui va se renforcer sur ces aspects-là, et dans lequel on a eu effectivement cette belle école du management, voilà, puisqu'on a travaillé ensemble dessus, mais tous ces éléments, pour nous, ça doit former le consultant by Capfi. C'est quelque chose que vous faites dès l'onboarding, ou en réalité c'est tout au long de... Enfin, comment dire, dans votre recrutement, est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé ? Est-ce que vous avez une sorte de sas au recrutement où vous formez avant de mettre avant de mettre les consultants sur le terrain ? Comment ça se passe en fait ? En fait, oui, il y a tout un onboarding effectivement de nos collaborateurs. Par exemple, ça passe par un échange autour du Culture Book. Ah oui, d'accord. Par petite promo, une rencontre avec les fondateurs pour poser les questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Et puis, toute personne qui rejoint Capfi reçoit des formations comme la communication non violente, la première année de son arrivée. Donc, c'est tout un panel finalement d'accompagnement qui fait partie de l'école du management d'abord, ce qu'on appelle le module 1 chez nous, qui permet déjà de former nos collaborateurs. Qu'est-ce que c'est que d'être consultant et vous les amenez aussi, ça se fait comment en fait de participer ensuite à des projets internes de recherche, à vos ateliers divers et variés? Ça se fait entre collègues ou c'est quelque chose qui est poussé par la direction? Les deux, j'ai envie de dire les deux. D'accord. C'est ça qui est OK, c'est que on laisse de la place pour ce qu'on appelle chez nous créer une tribu. Donc créer une tribu, c'est j'ai une idée avec un objectif et j'ai besoin de temps et de monter une équipe pour le faire. Pour réfléchir à un sujet. C'est quoi par exemple les sujets quels sont les exemples de tribus qui ont été créées par tes équipes ? Par exemple, la tribu Software Craftsmanship, qui est finalement comment on est un artisan du développement lorsqu'on est développeur et qu'on utilise des bonnes pratiques qui permettent de faire un code lisible et un code qui dure et qui est maintenable. Voilà, par exemple, ce sont des pratiques finalement de code. Donc c'est des communautés autour de sujets qui peuvent être totalement techniques ou autres. Exactement. On a aussi des enjeux autour du réglementaire. Donc il y a une tribu qui s'est créée sur le réglementaire pour nos clients. D'accord. On a une tribu qui réfléchit sur les agents IA, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le type de projet qui se crée dans l'entreprise. Et c'est des tribus qui sont... qui se nourrissent de différents types de personnes de l'entreprise. En fait, c'est pas forcément des ingénieurs ou ça peut être
des gens, je sais pas, de la com, enfin... Oui, tout le monde est le bienvenu dans ces tribus. C'est ouvert à tous. Voilà, c'est ça, d'accord. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est très, très, très varié. Et les gens qui s'intéressent à ce sujet d'une façon ou d'une autre, ou qui ont vocation à travailler dessus, sont les bienvenus. C'est ça, il y a des appels à volontaires, en fait, qui ont envie de travailler avec nous. Et il y a beaucoup de tribus ? Écoute, historiquement, je crois qu'on est monté à plus de 10 tribus. Là, il doit y en avoir peut-être moins de 5 d'actives, mais ça varie avec le temps. Ouais. Ouais. Et donc, pour clôturer ce podcast, je pose toujours cette question un peu pour terminer. Est-ce que tu as une vision de Cap-Fille à échéance de 3 à 5 ans ? Oui, en fait, notre vision, c'est partir de notre ADN et projeter finalement notre raison d'être dans le futur avec aujourd'hui un outil extraordinaire qui arrive, qui est l'IA. Et nous, ce qu'on perçoit, c'est que le sur-mesure de Cap-Fille va pouvoir s'industrialiser à grande échelle grâce à l'IA. Et donc, comment on continue d'avoir des collaborateurs qui sont formés sur leur posture, sur la façon de mener les projets, et comment ils sont menés aussi sur la partie oui, donc vous les formez sur le savoir-être aussi. Voilà. Beaucoup là-dessus. Voilà. D'accord. Continuer sur le savoir-être pour industrialiser finalement ce sur-mesure qui est propre à Cap-Fille pour intervenir sur les applis critiques. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est toujours la même idée, mais qui grâce à l'IA pourrait être portée de façon beaucoup plus puissante, qui est de dire finalement on met la technologie au service de l'humain et l'humain devient un chef d'orchestre de tout un ensemble d'instruments dont l'IA fait partie. Oui, et parce que cette technologie, elle doit être faite par et pour les hommes et les femmes qui l'utilisent, et pas contre. Ça. Donc ça aussi, pour nous, c'est un enjeu. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je suppose que dans ton marché, c'est pas simple. Je vois déjà, nous, à notre petit niveau, comme c'est compliqué à chaque fois qu'on veut mettre de la technologie vraiment de qualité et aussi de la sécurité, parce que tu parlais de cybersécurité, qui est un enjeu pour tout type de taille d'entreprise. On a le sentiment tout de suite que ça devient tellement contraignant qu'en fait, ça devient anti-ergonomique, quoi. Voilà, c'est plus naturel. Je trouve pas mon mot, mais tu as compris, tu vois, ça n'est plus naturel. Et ça, c'est un petit peu je trouve que c'est exacerbé avec les nouveaux outils actuels. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'au contraire, on a une chance formidable avec cette intelligence artificielle de pouvoir simplifier, prendre de la hauteur sur toute cette complexité réglementaire et technique. En fait, c'est ça pour moi qu'elle apporte l'IA. Elle va simplifier, résumer, rendre accessibles des sujets qui peuvent paraître extrêmement compliqués. D'accord, j'aime bien cette vision. Voilà, et du coup, on va pouvoir décider plus vite, mais le pouvoir reste côté humain. Bien sûr. Et après, on va pouvoir utiliser une intelligence artificielle aussi différente, puisqu'on croit beaucoup, nous, aux agents spécialisés, ça c'est important. C'est vrai qu'on a un rapport, je pense que le grand public a un rapport à l'intelligence artificielle qui est ChatGPT, qui répond à tout, qui sait tout. Mais en fait, quand on est dans le monde professionnel, il faut spécialiser les intelligences artificielles. Et donc, il y en a qui vont nous aider à simplifier, à pouvoir prendre des décisions plus rapidement, à résumer, etc. Et puis d'autres qui vont nous aider à construire en pleine, en restant compliant, en restant, je cherche le mot français, mais en conformité, merci, avec cette réglementation qui effectivement devient de plus en plus contraignante, c'est vrai. Oui, c'est une chouette vision. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras plein d'agents IA différents, avec, je dirais, un état d'esprit différent, et chacun, en fonction des objectifs que tu te fixes, pourra t'aider en tant qu'humain donc à prendre des bonnes décisions ou à agir de façon... Je pense qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, difficile pour l'entreprise, pour les hommes et les femmes qui la composent, et que grâce à l'intelligence artificielle, on peut simplifier finalement ce qui peut être rébarbatif, du travail de fond, du travail de compréhension, et justement laisser encore plus de place à l'humain, parce que c'est ça qui fait qu'une entreprise avance. C'est hyper positif. On va aller chercher, mais bien sûr, mais moi je suis positif par rapport à l'IA. Je sais. Voilà, il faut pas être naïf, mais il faut être positif. Non, mais c'est chouette parce que c'est un message et c'est un message qu'on a envie d'entendre parce qu'on a un peu tendance finalement à critiquer ces outils. Moi aussi, de toute façon, je pense que globalement, c'est positif et c'est normal que
à mon sens, au moment où on l'appréhende, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est le démarrage, voilà. C'est ça, ouais, on est en train de vivre quelque chose qui est en ébullition, un peu chaotique, ça change tous les mois. Enfin, nous, on est connecté à l'actualité, ça bouge tous les mois. Il paraît qu'on est très vite en retard. Ce qu'on a dit il y a 5 semaines n'est plus valable. Donc oui, mais en revanche, il faut remettre l'humain au centre et mettre l'IA autour. Voilà. C'est un peu ça, et là, ce que j'entends finalement, c'est que avec toute cette aventure humaine qui est l'aventure Capfi, vous êtes préparé, sans le vouloir, à ce moment clé de l'histoire. Écoute, on s'est préparé sans le vouloir et on savait même pas qu'on faisait de l'innovation. Voilà. Et c'est grâce à Ether qu'on l'a su. Donc c'est ça qui est formidable. C'est que finalement, tout ce chemin où on a hésité, on s'est trompé, on est revenu en arrière, on a pris des coups et voilà. Ça a fait grandir l'entreprise, ses fondateurs et tous ses collaborateurs à vitesse grand V. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'on était vraiment en train de faire de l'innovation. De la R&D en tout cas. Parce que il faut pas confondre innovation et R&D, mais la R&D, c'est vraiment ça. C'est chercher, itérer, et potentiellement se tromper et revenir en arrière. Et c'est ça d'ailleurs qui fait l'objet aussi des aides. C'est le fait de chercher, c'est justement parce qu'on a ce droit à l'erreur que c'est subventionné. Il faut quand même le dire clairement. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment, je trouve, un exemple d'entreprise recherchante sur le terrain humain qui est assez rare quand même. Donc, et maintenant, vous l'avez intégré dans votre ADN. Ah oui, c'est une constante chez nous et voilà. Il n'y a pas une idée qui ne passe pas par un atelier ou en tout cas qui donne sa place au collectif pour s'insérer. Ouais. Et tu as ressenti, et je dirais que je vais arrêter là parce que sinon je pourrais te parler encore des heures, et tu as ressenti de l'impact sur tes équipes et collaborateurs ? De cette prise de conscience ? Il y a eu de l'impact. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un impact pour le middle management qui pouvait être parfois négatif parce que je ne sais plus à quoi je sers en fait. C'est quoi mon rôle finalement dans cette nouvelle organisation. En revanche, positivement, c'est la libération d'énergie. Ouais. C'est l'alignement du sens. Et aussi la prise de conscience que vous êtes recherchant et le fait de faire participer les équipes à ces projets de recherche. Et le sentiment d'être dans une entreprise à part. Et ça, c'était important. Ouais, c'est chouette. Surtout dans un secteur comme les ESN où finalement on nous met tous dans le même panier. C'est ça. Pour un collaborateur chez Capfi, sentir qu'il est dans une boîte un peu à part, qui cherche un modèle de ESN 2.0, ça a été majeur pour le sentiment d'appartenance. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Rodolphe. Merci, Clarisse. Pour ce partage d'expérience. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre les prochaines aventures des récits d'innovation sociale chez Ether. Merci.